finale de Bordeaux-Lyon. Un partout, vous maintenez. Dave, vous faites pas souvent l'émission, mais je me trompe rarement. Il y aura 3-1 pour Lyon. Gilles. 2-0 pour Lyon. 2-0 pour Lyon. 1-2. Régis. 2-1 pour Lyon. 2-1 pour Lyon. Paul. 1-4. Eh oui, une bande d'amateurs, visiblement. Personne n'a trouvé le bon prono. C'était bien tenté de la part de certains chroniqueurs, mais non, personne n'a trouvé le prono exact. Donc voilà, on en reste là. Voilà, alors, les experts quand même du soir. On va débriefer cette soirée. Paul Le Guen, Giroud, Hervé Penaud, Régis Brouard et le spectre de l'équipe du soir, Gilles Favard. Tout le monde va bien ? Oui. On a vécu une belle soirée de rugby, on a vécu aussi un bon match de Ligue 1 et d'ailleurs on va pas perdre dedans. On va tout de suite jouer les images, on va tout de suite voir la victoire de Lyon. C'était en ouverture de la 34e journée. L'OL qui se déplaçait au Matmut Atlantique et qui prend l'avantage dès le premier quart d'heure par Depay, bien servi par Cornet. C'est l'égalisation de Briand dans la profondeur. Ensuite c'est Depréville qui donne l'avantage aux Bordelais. Sur un bon 1-2 avec Briand toujours. Défense lyonnaise un peu court, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ensuite, Fekir, un petit numéro sur le côté, centre en retrait. Maxwell Cornet qui donne l'égalisation. Et Dembélé entré en jeu, qui donne l'avantage définitif à l'OL, qui s'impose 3-2, une victoire très importante. Et qui, compte tenu de la passe lyonnaise, de cette actualité un peu brûlante depuis quelques semaines, cette victoire au forceps, est-ce la preuve que Lyon est définitivement sorti de la crise? Messieurs, qu'est-ce qu'on en dit? Moi, pour tout vous dire, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient dans une crise absolue. À partir Alors du moment où attendez, il y avait eu- qui n'est pas d'accord? Lyon n'était pas en crise, on peut peut-être la... Mais lui, il était en Afrique, il ne peut pas savoir. Ah ben moi, En Afrique. et je peux vous dire qu'en tant que Parti en Afrique, personne il y a ne m'a pas parlé de- de la crise à Lyon. Oui, ils sont sortis de la crise, mais ils étaient en crise. Bon alors, Hervé, vous dites que Lyon n'était pas en crise, après Non. on ira voir les Alors, autres... je vous aurais dit, ils sont en crise à 2-1. Alors, quand il y a eu 2-1 pour Bordeaux, à ce moment-là, oui, ils seraient tombés dans une pleine crise. Parce que si vous n'avez plus d'avance sur Saint-Etienne, Saint-Etienne peut vous revenir dessus demain, vous pouvez être éjecté des 5 premières places. Mais la crise, elle s'était terminée après Angers. Parce qu'à partir du moment où vous gagnez Angers, ça vous donne quand même un peu de souffle pour la suite du championnat. S'ils avaient perdu contre Angers, évidemment, là, c'était une série interminable. Donc aujourd'hui, simplement, ils ont fait le boulot. C'est dans des conditions difficiles, avec une première domination, puis après, ils ont eu beaucoup plus de mal. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas parler de crise aujourd'hui à Lyon. Alors sinon, il y a pas mal d'équipes qui sont en crise, notamment Marseille, qui se retrouve très loin de Lyon. Régis, aujourd'hui. vous avez vu hocher de la tête, vous n'étiez pas forcément Non, mais complètement d'accord. il faut rappeler un peu les échéances juste avant. Un match compliqué contre Angers, ils l'ont gagné. Et il y avait une crise avec les supporters. Puis là, vous jouez à Bordeaux. On en a parlé sur la première partie de l'émission tout à l'heure. C'était un match compliqué à négocier. Ils ont été menés au score. Ils ont renversé la situation et c'est mérité dans l'ensemble du match. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un résultat référent. Ce match à Bordeaux, il ne faut pas oublier que Bordeaux avait fait des résultats contre les équipes de haut tableau. Donc c'est la seule équipe Lyon qui a réussi à faire un résultat là-bas. Donc pour moi, c'est un signe. Et ce résultat va profiter pour les 4 prochains matchs qui vont arriver, sachant qu'ils ont un calendrier difficile. Entre Lille, Marseille, ils vont à Caen, ils reçoivent Caen, et ils finissent à Nîmes. Ça veut dire que cette victoire permet encore d'avoir une fausse note, une défaite quelque part. Ouais. Donc pour moi, c'est un tournant, un match charnière. Mais alors sur la manière, après on ira sur les projections, sur évidemment la course au podium. Je sais que vous pourriez, mais pour l'instant sur ce match, la façon dont ça s'est déroulé, Paul, ce match, C'était du grand classique du côté de Lyon, c'est-à-dire c'est un match qu'ils doivent gagner 6-2. Ils ont eu énormément d'occasions, il peut y avoir 3-0 après 20 minutes. Après, on a retrouvé les défauts récurrents du côté de Lyon, une fragilité défensive, pas assez compacte, mais ils ont un tel potentiel offensif. J'ai envie de dire, les 6 joueurs offensifs, ceux qui commencent plus ceux qui interviennent en cours de match, c'est quand même des joueurs de qualité qui peuvent marquer des buts, qui peuvent se créer des occasions. Et puis on a retrouvé un bon Fekir. Et ça, c'est important. J'ai trouvé Fekir bien meilleur que les derniers temps. Et Lyon a besoin de ce Fekir-là. Ah, parce que voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous me dites, Lyon finalement a fait plus ou moins les mêmes prestations que d'habitude, c'est-à-dire beaucoup d'occasions vendangées, et puis derrière un peu de fragilité. Mais vous, la différence par rapport à ce qui se passait avant, c'est que Fekir... J'ai trouvé Fekir plus en jambes, j'ai trouvé qu'il faisait des différences, il a obtenu beaucoup de coups de pied arrêtés, il s'est créé des situations, et c'est vrai que ça fait une différence vraiment énorme au niveau de la qualité du jeu à Lyon. Après, c'est vrai qu'il y a des fragilités que l'on a vues pendant la saison, qu'on a encore vues ce soir, mais ils auraient dû gagner ce match 6-2. Pour vous, Guy,
On regardait le match Je vais ensemble. prolonger Ouais. l'éditorial qui vient d'être fait. C'est un bon éditorialiste. Hein. Ils ont 6 attaquants, ils ont toujours 4 sur le terrain. Et puis ces 4-là, la défense, pas trop. Les offensives, beaucoup. Les jours où ça va dedans, ça aide. Mais la défense, insuffisante pour une grande équipe. À la perte du ballon, très insuffisante pour une grande équipe. Bah, Lyon est vraiment soigné. Des retours, comment ? Lyon est vraiment guéri, est vraiment soigné. Vous me dites que finalement on retrouve un peu les mêmes. Non, mais ils sont tout le temps comme ça. Et ça changera pas. Un peu. S'ils attaquent mieux puis qu'ils défendent un peu, ça suffit, ils gagnent. Gilles, on vous a pas entendu sur la question. Non, mais vous étiez sur le plateau la semaine dernière, justement, après la victoire face à Angers, qui était une belle victoire dans le contenu, même si le score ne dit pas tout, 2-1. Et la tendance générale, c'était on va attendre de voir. Est-ce que là, ce soir, vous avez vu ? je préfère le contenu de ce soir que le contenu de la semaine dernière. D'accord. Parce que justement, Fekir a été effectivement plus en jambes et beaucoup plus adroit. Depay a été beaucoup plus collectif, surtout dans cette première demi-heure où effectivement ils doivent mener par 3 buts d'écart, ça aurait été un minimum. Mais leur déséquilibre, on le connaît. Le milieu, qui est un milieu passif, je vais dire, et qui rassure pas la défense. Une défense centrale entre Marcelo et Denayer. Denayer, il est toujours en partance à droite à gauche. Il est toujours sur le quai de la gare. Il est toujours en train de se tromper de train qu'il doit prendre. Il va à droite, il va à gauche. On ne sait pas trop où on est. On a vu les 2 buts qu'ils ont pris ce soir. Un pour Denayer et un pour Marcelo. Effectivement, leur défense laisse à désirer. Donc j'espère qu'ils ont quand même des blessés. Mendy n'est pas là. Dubois joue à gauche. Donc les latéraux ne sont pas tout à fait dans leur position. Non, mais je sais ce que tu vas me dire. Mais je dis bien, les milieux ne les aident pas. Ah, voilà. Ah oui, ils ont 2 milieux qui les aident. Leur défense, sur un aspect tactique, il ne va pas accompagner le bloc parce que c'est relativement assez long dans la charnière. Et les 2 au milieu, Ndombele à voir. Sur les retours défensifs. Il y a quelques courses qu'ils doivent faire plus vite, qu'ils ne font jamais. Donc ça oblige les 2 axiaux à faire du recul-frein, à gagner du temps. On fera l'analyse des buts tout à l'heure, on aura une séquence là-dessus. Alors, je vais prolonger la question qu'on a amorcée. Est-ce que c'est le renversement de situation ce soir qui peut faire dire « Ah, mentalement, cette équipe… » Elle est un peu de retour aux affaires. Je m'explique, c'est-à-dire que plusieurs fois dans la saison, on les a vus un petit peu quand ils perdaient le contrôle, vraiment perdre le contrôle et s'écrouler. Est-ce que là, ce renversement de situation dans un stade où c'était pas facile, on l'a dit, on a donné cette stade, le top 5 s'est cassé les dents dessus. Est-ce que ça nous dit pas quelque chose, Hervé ? Et moi, bizarrement, je les ai trouvés, mais je le disais en première partie, je pense que c'est pas une équipe qui a beaucoup de caractère. Et quand elle a été menée 2-1, elle était en difficulté. Et ils s'en sortent, il ne faut pas l'oublier, sur une erreur incroyable du défenseur. Ainsi, Koundé. Il y a eu quand même beaucoup d'occasions du côté de Lyon. Beaucoup d'occasions. Tu trouves, il y a beaucoup d'arrêts de Costil. Moi, j'en vois quasiment aucun. D'arrêt de Costil, il n'y a pratiquement pas un. C'est pas un problème d'arrêt, c'est des situations. Tu vois bien en première mi-temps. Oui, d'accord, mais à un moment, il faut avoir la justesse sur le dernier geste, sur la dernière passe. Quand tu vois la mi-temps et qui rentrent, qui sont menés 2-1. Oui, mais ce que je dis. Tu comprends pas, hein. On est là, oui, on était un peu sans voix, on se demandait ce qui pouvait se passer. Non, mais comment ils pouvaient être menés à la mi-temps. Oui, mais c'est pas ça, moi j'ai pas dit ça. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'à partir du moment où ils ont été menés, et c'est là où j'ai pas trouvé qu'il y avait une réaction incroyable, même en deuxième mi-temps, je les ai trouvés un peu en difficulté. Et il y a eu 2-3 occasions, et tu parlais aussi des occasions bordelaises, sur 2-3 comptes qui auraient pu leur faire mal, qui ont été mal joués de la même manière que les occasions lyonnaises. Ce qui les a sauvés quand même, et c'est là où, quand on parle de caractère, moi j'ai pas trouvé qu'ils ont fait preuve d'un immense caractère, c'est l'erreur. Et après, la qualité technique de Fekir sur l'action, le but de... Et après, ils ont déroulé sur la fin de match. Pour aller dans le sens d'Hervé, ce que l'on peut ressentir, c'est que les joueurs supposés capables d'être des leaders sont en difficulté sur le plan du jeu. On pense évidemment à Marcelo, qui est un joueur expérimenté qui pourrait apporter quelque chose. Qui a incarné ça l'an passé. Mais il a déjà du mal à s'occuper de lui, alors s'occuper des autres, c'est compliqué. Denayer est moins bon qu'il y a quelques semaines, c'est vrai. Fekir était largement moins bon que ce qu'il était. Ce soir, c'est un peu différent. Et donc, ces joueurs-là, susceptibles d'apporter un élan, ne sont pas en situation parce qu'eux-mêmes ne sont pas performants. Alors, je trouve qu'il y a un élément, on parle souvent dans les équipes, pour la confiance. Moi, je trouve que sur le collectif, quand on voit leur première demi-heure, on sent une équipe en confiance, il y a des choses, il y a des mouvements, ça joue, il y a de la provocation, il y a plein de choses. Ils mènent au score logiquement.
Ils se sont fait égaliser. Il y a eu ce deuxième but, même si les circonstances des buts qu'ils ont pris, voilà, il y a des choses à redire. Et moi, j'ai trouvé que sur l'aspect confiance, d'un seul coup, c'est ça. ils ont. D'un seul coup, tu sens qu'ils doutent. Ce que j'appelle caractère. Tu sens que le doute est arrivé. Tu peux prendre un but, ça arrive, il n'y a pas de problème. Exactement. S'ils sont dans la même démarche que dans le début de match, dans l'entame de match, ils peuvent revenir plus vite. Exactement. Et là, dès qu'ils ont égalisé, on a ressenti. Et là, la confiance sur un collectif, je trouve qu'elle est visible. Elle est pas c'est là où tu as Alors, besoin de joueurs de caractère. alors, est-ce que c'est une victoire, une façon de gagner, c'est-à-dire quand même ce renversement de situation et tout, qui peut effacer les derniers doutes qui réapparaissent visiblement dès qu'il y a une contrariété? Non, pour vous, ils vont être comme ça jusqu'à la fin. Cette victoire va pas nourrir un peu la leur sensation confiance. que j'ai, moi, c'est l'équilibriste, quoi. L'équilibriste, il sera sur un fil. Des fois, ça passera, des fois, ça sera en difficulté. Vous avez 2 gros matchs qui viennent, on en parlait, hein. Lille et Marseille. Ouais, on va en parler après sur la course au podium. Donc, moi, je les sens comme ça jusqu'à la fin, de cette sorte d'instabilité. Alors, ce qui est très drôle, c'est que là, je sens aussi qu'il va y avoir rebasculement des cartes. Dembélé va revenir prendre sa place. Memphis jouera certainement à gauche. Terrier ou Cornet vont peut-être sortir, etc., etc. Il y aura ces petits ajustements. Ce qui pour moi sera une erreur, parce que c'est une équipe qui jouera beaucoup plus facilement contre des équipes confirmées que contre des équipes Caen et Nîmes leur poseront plus de problèmes parce qu'ils vont se peut-être pas Nîmes, parce que Nîmes c'est pas dans leur gène. Mais Dembélé, c'est le seul joueur qui est capable de prendre des ballons aériens et sur des défenses renforcées. Il y avait des ballons aériens en première mi-temps, sur la première demi-heure, ils n'ont pas besoin de Dembélé. Il y a Depay qui est dans l'axe, qui fait le taf. Non mais toi, tu voudrais jouer avec un Dembélé. Moi, je ne pense pas que Dembélé fasse le changement. Terrier est très bien dans sa gestuelle offensif. Je trouve que s'ils ont toujours ces talents offensifs pendant au moins une demi-heure, ils marqueront toujours des buts. Et après, ils font comme ils ont toujours fait. Guy, pour conclure, ils défendront comme ils pourront. Ça y est, ils sont dans leur train du sprint, là. Hein, si on compare au cyclisme, une fois que c'est parti, il n'y a plus que les sprinters. Oui. Et là, ils les ont, parce qu'ils ont Marseille et Lille, et ils vont être là avec leurs qualités et leurs défauts. Ils ne vont pas tout d'un coup se mettre à courir dans le milieu de terrain, à presser, à tacler comme des fous. Ils ne savent pas le faire. Par contre, ils vont toujours bien jouer, ils ne vont pas perdre des ballons sans arrêt, et ils vont se créer des occasions, quels que soient les joueurs qu'ils mettent. Parce que quand ils ne mettent pas, par exemple, Traoré, moi je regrette. Bon, ils le mettent, et puis quand ils mettent l'autre à la place, ça va aussi. Ah oui, Cornet. Cornet, oui. D'accord. Alors, vous avez parlé un petit peu, vous avez commencé à amorcer les fragilités défensives. Et c'est vrai que cette saison, Lyon a déjà encaissé 43 buts. 43 buts, c'est énorme à titre de comparaison. La saison dernière, c'est sur l'ensemble de l'exercice qu'ils avaient encaissé 43 buts. Donc, c'est une défense effectivement fragile. Ce match-là, là encore, illustré, on a commencé à l'évoquer, et particulièrement la charnière centrale qui est dans le viseur, sur les 2 buts, qu'on va revoir d'ailleurs, qu'on va redécouvrir ensemble. Hop, le ballon en profondeur, c'est Denayer qui est un peu court. Le 1-2, et cette fois c'est Marcelo qui est trop juste sur Depréville. Alors, par rapport à ces 2 buts, qui de Marcelo ou Denayer est le plus coupable? On va faire un habillage à l'américaine et on va faire un petit tour de piste, un petit tour de table. Guy, vous choisissez. Denayer. Denayer pour vous. Hervé? Faut que tu choisisses. C'est le On problème. peut faire de l'introspection, mais... Eh bien, allez, je vais prendre aussi Denayer. Denayer, ok. Je sais pas pourquoi. Denayer. Lille. Denayer. Ah, décidément. Régis. Marcelo. Ah. Et Paul, est-ce que vous voulez attendre d'écouter le Ville-Peuple ou est-ce que tout de suite vous sortez du bois? Non, parce que je dis Denayer sur le premier et Marcelo sur le deuxième. Très bien. Et voilà pourquoi il est Ah oui, président. c'est l'homme de la voilà. synthèse. C'est l'homme de la synthèse. C'est pour ça qu'il est président. Bon, alors on va écouter. Je vais venir vers vous après. Guy. Ah, Genesio. Alors on rejoint tout de suite le Bruno Genesio en conférence de presse. C'est parti, on l'écoute. Oui, assez incroyable dans le déroulement du match, mais plutôt logique par rapport à la physionomie de la rencontre. Est-ce que ce match, ce résultat, c'est la preuve que Lyon est définitivement sorti de la crise? Non. Je connais trop bien mon équipe et mon groupe pour ne pas dire qu'on est sorti de la crise. On est en progrès, on a confirmé notre bon match à Angers. Maintenant, il reste 4 matchs à gagner pour atteindre nos objectifs. On a eu l'impression que Lyon avait plusieurs visages dans la même partie, en fait, qu'il y a eu plusieurs équipes en
a souvent été le cas cette saison. On a fait, je pense, une très très bonne entame avec un bloc assez haut, un bon pressing, des récupérations hautes et des occasions. Ensuite, on a perdu un petit peu le fil après l'égalisation de Bordeaux. Mais ce qui est très positif, c'est qu'on a su se remettre à l'endroit dès l'entame de la seconde mi-temps, de continuer à jouer notre jeu sans s'affoler, en gardant beaucoup de sang-froid. Mais je pense que la victoire est amplement méritée. C'est tout un groupe qui était concerné ce soir. Oui, comme ça a été le cas déjà contre Angers. La preuve en est que les joueurs qui sont venus du banc ont été décisifs. Et ça, c'est plutôt un signal très très positif pour le groupe, pour la vie de groupe aussi. Voilà, je pense qu'on a vécu des moments difficiles dans un contexte difficile qu'il ne faut pas occulter, je pense. Et on retrouve de la sérénité et du plaisir. Peur non, parce que je sentais qu'on avait quand même une emprise sur le match. Après, parfois on a une emprise, on a des occasions et on ne les concrétise pas. Là, on a su dans nos temps forts concrétiser. Donc, mais j'ai senti mon équipe très très concernée, présente dans les duels, très appliquée techniquement. Donc j'ai pas eu peur, non. Est-ce que franchement, sur cette erreur de Koundé, même si Fekir est bien précis, est-ce que Lyon aurait réussi à marquer ce deuxième but, on a réussi à renverser le coup? On ne saura jamais. Après, nous aussi, on concède deux buts sur des erreurs. Mais je pense que quand même sur l'ensemble du match, on a eu une maîtrise technique. On s'est créé un nombre d'occasions beaucoup plus important que Bordeaux. Donc je pense que, je sais pas, on ne saura jamais, c'est difficile à dire. Il y a le but qui est refusé aussi pour un hors-jeu, presque qu'on m'a dit, qui était limite. Mais bon, comme il y a la VAR, maintenant il n'y a plus d'erreur. Voilà, donc c'est un match, c'est un bon match. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça à l'extérieur. Sur la question des avant-centres, et c'est aussi entre la semaine dernière avec la titularisation de Memphis qui avait surpris. 3 jours après son escapade d'Amsterdam, il avait marqué, le reproduit, ce qui est plus logique ce soir. Michel Dembélé qui n'a pas fait preuve d'état d'âme en France. Comment tu peux rajouter un petit peu tes choix par rapport à ces joueurs? Non, mais Moussa avait, la semaine précédente, Angers avait eu une petite alerte musculaire. Je pensais qu'il était intéressant de le ménager. Memphis est à l'aise à ce poste. Le fait qu'il soit allé à Amsterdam 3 jours ou 4 jours avant le match, pour moi, c'est pas un problème. Je sais qu'il est sérieux, qu'il aille voir un concert à Amsterdam et qu'il revienne dans des conditions de voyage extraordinaires. Ça change pas grand-chose avec un joueur qui irait voir un concert à Paris ou à Lyon et qui rentrerait. Donc pour moi, il n'y avait pas de faute. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance sur l'aspect professionnel. Donc il a été bon contre Angers. Moussa a continué, comme il le fait depuis le début de saison, à travailler, à faire tout ce qu'il fallait à l'entraînement pour être bien. Et lorsque j'ai fait appel à lui, il a répondu présent. Donc ça, c'est à la fois pour lui et pour le groupe, ça montre qu'il y a un état d'esprit impeccable dans cette équipe. Et oui, les escapades de Depay, on finit là-dessus. On va tout de suite partir sur une coupure pub, une petite page de pub, mais on reste là, on se retrouve et ensuite on s'occupe des cas d'Enayer et Marcelo et puis plein de choses. Mbappé, Neymar, restez là, ne partez pas, on est bien ensemble. On est de retour dans l'équipe du soir. Rebonsoir si vous nous rejoignez maintenant. On est toujours en bonne compagnie, toujours avec Paul Le Guen, Guy Roux, Hervé Penaud, Régis Brouard et Gilles Favard. Mais on n'est pas seulement entre nous. Et oui, tradition du vendredi oblige. On va rejoindre Benoît Cosset dans le vestiaire des vainqueurs du quart de finale aller de Fédéral 1 qu'on a pu suivre sur notre antenne en première partie de soirée. C'est Blagnac qui a battu Bourgoin 21-16. Et tout de suite, on rejoint Benoît. Et oui, la tradition du vendredi soir. Et oui.
Oui, Dave, voilà, c'est l'ouverture des phases finales sur la chaîne Équipe. Vraiment, on se régale. On a eu un match avec vraiment un vrai chassé-croisé. Hop, c'est le vestiaire de Blagnac qui s'ouvre avec Christophe Delot, la légende, s'il vous plaît, l'entraîneur, qui vient de faire son petit discours. Bah oui, la légende, Christophe. Il va le se voir à part les joueurs et après vous rentrez dans 2 minutes. Non, mais non, Christophe, on va y aller. Et après, ils vont se voir. Non, vous allez voir, on va le faire. C'est vrai. Alors, hop, on y va vite et on ne les dérange pas plus. Merci, Christophe. Super. Voilà, les joueurs qui viennent d'être réunis. Regardez, on va vous faire partager ce drôle de moment. Ils ont 5 points d'avance avant le match retour. Alors ce soir, évidemment, ça ne sera pas la fête. On attendra le match retour pour faire la fête. Mais regardez. De quoi faire. Est-ce qu'il y en a un On va essayer d'en trouver un peut-être pour avoir quelques mots sur cette rencontre. Tiens, le capitaine, qu'est-ce qu'il voulait nous dire, le capitaine? Il va prendre la parole ou pas, le capitaine? Ce soir, on n'a pas le droit de faire la fête. Non, il y a eu les mots du coach, de Gorgeon, et c'est tout. Pas plus. Pas plus. On attend ça pour la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, on verra pour faire la fête si ça passe. On la fera. Voilà, vous l'avez compris, Dave. Les phases finales, on n'est qu'à la mi-temps, on va dire, d'un match aller-retour. Donc la grande fête, ça sera à venir et ça sera sur la chaîne Équipe, bien entendu. Et oui, on va continuer à suivre ces playoffs. Giroud, avec vous, ça ne serait jamais passé ça. Hein. Les journalistes qui sont dans les vestiaires en train de faire les andouilles. Ah oui, on se permet tout maintenant en votre absence. On va repasser sur notre débat, le débat qu'on avait avant le départ en pub. Denayer, Marcelo, qui est le plus coupable sur les 2 premiers buts, sur les 2 buts de Bordeaux? Guy, vous, c'était plutôt Denayer. Expliquez-nous. Ouais, comme d'habitude. C'est-à-dire? Non, ils sont les deux. Si vous faites les comptes, ne devrait pas être dans une équipe aussi ambitieuse. Mais alors là, qu'est-ce qui fait de mal Denayer sur cette action? Il est pris de vitesse. Il regarde la balle et puis il est pris. Mais c'est un problème athlétique ou de lecture? Non, de placement, de classe. C'est quand il y a un duel. Si vous êtes bon, vous le gagnez. Si vous n'êtes pas bon, vous le perdez. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Il a été moyen, puis il y a eu but. Hein. Est-ce qu'on peut revoir l'image sans doute? Vous allez nous la décrire, Guy? Est-ce qu'on peut la voir? Ça arrive de loin, hein. Ça arrive de Bordeaux. Voilà. Hop, le coup de tête. Ouais, ben là, au moment où le ballon tombe, c'est lui qui doit l'avoir. C'est pas l'attaquant. Alors c'est quoi? C'est une faute de placement au départ ou c'est quoi? Ah oui, il est pris. Ouais. Il est pris. Il est pris, d'accord. Pour moi, il est trop face au jeu. Ouais, il doit être de 3 quarts. Prêt à repartir? Oui, pour pouvoir se mettre en situation d'intervenir. Ouais. Et là, il est complètement face aux joueurs adverses. Et en étant face aux joueurs adverses, le temps de se retourner, évidemment, que l'autre prend un avantage décisif. S'il se met légèrement de côté, là, d'accord. Il aurait pu, dans sa rotation, Paul l'explique très bien, le faire sur le premier appui, mais il fait 2-3 appuis en reculant. Ah oui, c'est pour ça qu'il est battu. Tu perds du temps et c'est pour ça qu'il est battu. D'accord. Il peut le rattraper sur la première réaction, mais en ayant fait 2-3 appuis arrière, c'est fini. Et puis la gestion de la profondeur pour un défenseur central, c'est quand même, c'est le b.a.-ba. Surtout ce genre d'action, en plus c'est statique. Non, mais imaginez n'importe un grand Koscielny sur une balle comme ça, tout, il est retourné. C'est d'un défenseur central du niveau qu'il fallait pour arrêter cette action. Donc Denayer n'est pas Koscielny. Je trouve quand même Guy assez dur sur Denayer. Non, mais assez dur sur Denayer, qui a été quand même le pilier de la défense lyonnaise. Moi, je le trouve pas dur. Non, c'est depuis quelques matchs, il est un peu en difficulté. N'oubliez pas qu'il joue avec des joueurs en difficulté eux-mêmes, et donc il y a aussi beaucoup de compensation de sa part. Gilles, rapidement? Non, mais moi, j'aime pas le joueur, donc c'est pas le problème. Ah bon, bah voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, moi, j'ai dit Denayer pareil, parce qu'il est mal placé, il n'anticipe pas, il y a un retour de ballon, il le voit bien arriver. Paul a très bien démontré le truc, il est très mal placé, très mal situé sur le terrain, mais maintenant, ils ont deux. Denayer, il est un peu tout fou, il va à droite, à gauche, et Marcelo, on peut tuer un âne à coup de figue le temps qu'il se retourne. Donc c'est compliqué de jouer le plus haut niveau. Hein. Alors, on va en parler de la flèche Marcelo que Gilles Favre vient d'habiller pour l'été, l'automne, l'hiver prochain. À contrario de Denayer, je trouvais qu'il avait des appuis de côté pour pouvoir anticiper ce qui allait se passer devant. Mais à partir du moment où il avait pris la décision de ne pas y aller, Paul l'expliquerait mieux que moi, c'était son poste. À partir du moment où il était comme ça, sa seule réaction, c'est d'anticiper la profondeur à partir du moment où il n'a pas joué l'interception. On va revoir les images justement sur 1-2 bordelais et dans le dos de Denayer. Regardez, Depréville, hop, brillant. Alors Paul, puisque... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, Marcelo, il réduit sa vitesse et le temps de réaccélérer, il ne peut pas répondre à l'appel de Depréville. Dans ces cas-là, parce que Depréville, il est malin, il arrive lancé,
il garde sa vitesse, il sait ce qu'il va faire, 1-2. Là, Marcelo, son objectif, ça doit être, c'est vrai, anticiper l'appel de Depréville, garder de la vitesse. Et là, on sent qu'à un moment donné, il ralentit et il se fait piéger. Mais sur cette action, il y a beaucoup d'erreurs. Parce que là, sur la première, on peut parler, mais Tété, qui est depuis le début de l'action complètement à la rue, Lopez, je regrette, mais il lui ouvre la porte quasiment sur son poteau. Alors, il ne s'est pas situé, j'ai l'impression, par rapport à son but. Ah non, mais là, je ne suis pas d'accord. Je pense que Lopez, en regardant bien, Depréville donne à Briand. Briand est dans l'axe. Lopez, il joue la situation. Si Briand contrôle et fait il enveloppe. D'accord. C'est très dur pour Lopez d'anticiper plus qu'il n'a fait. Je t'écoute, mais alors mettre en valeur au moins une chose, bon, tout ce que fait Depréville, etc., mais la passe de Briand. Parce que la justesse de service de le match. Alors, on a un peu analysé les forces et faiblesses lyonnaises, les forces pour expliquer la victoire, les faiblesses pour expliquer ces 2 buts. Mais alors maintenant, cette victoire malgré tout, qui était capitale dans ce sprint court, mais ce sprint essentiel, est-ce que ça veut dire que Lyon, en C1, c'est fait? Non. Alors, est-ce que c'est quasiment fait? Non, même non, pas quasiment. c'est pas fait du tout. Non. Non. On va dire sur l'aspect comptable, non. Moi, je veux dire oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de duel. Ils disent non les deux parce qu'on peut faire un super duel. Est-ce qu'on a le temps pour un super duel? Non, pas de duel, alors encore moins de super duel. Alors attendez, on va le faire dans l'ordre. Hervé, vous étiez chaud pour dire non, c'est absolument pas fait. Mais tout le démontre ce soir, le match le démontre. C'est-à-dire que vous avez quand même Saint-Etienne qui a 6 points avec un match en retard. Donc demain, s'ils reviennent à 3 points, un meilleur goal average, c'est-à-dire qu'il y a une victoire qui les sépare. Une victoire. Vous jouez Lille, vous allez à Marseille, mais c'est pas gagné d'avance. Ce sont des matchs qui seront difficiles. Même la dernière journée à Nîmes, attention, ça peut se jouer à la dernière journée. Et donc aujourd'hui, mais bien sûr que non. Lyon, ils sont loin d'être assurés d'être en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, le match lui-même aujourd'hui, le contenu du match, le prouve. C'est-à-dire qu'ils ont bien failli aussi y rester. Régis, vous étiez sorti du bois, vous avez dit... Je partage le même avis qu'Hervé sur le match. C'est le match d'aujourd'hui qui me fait dire qu'ils vont aller en C1. Ah, vous c'est à l'inverse en fait. D'accord. C'est normal. Alors expliquez-nous, soyez didactiques là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce match qui vous fait dire la c'est bon? situation du match, ce qu'ils ont proposé, beaucoup plus dynamique que ce qu'ils proposaient il y a 3 semaines. Le calendrier qui va venir, je pense que sur leurs 2 déplacements, il y a une réception l'avant-dernier quand ils vont recevoir Caen. Ça veut dire que s'ils gagnent leurs 2 matchs à domicile, c'est pratiquement réglé. Je vous dis, ce résultat, c'est un résultat référent pour la suite. Donc pour moi, ils ont gagné leur qualification en Ligue des Champions de la saison prochaine. Et d'ailleurs, grâce à ce match. Ils n'ont même pas besoin d'aller jouer les 4 prochains. Mais, ça sert. Le mauvais esprit. Ils vont se fatiguer. Gilles, vous ne pouvez pas laisser passer un mauvais esprit pareil. Non mais Hervé, il n'a pas compris que Saint-Etienne, il va falloir qu'il gagne 5 matchs. Et la pression, c'est eux qui l'ont. Parce qu'il faut gagner 5 matchs, en espérant que les autres fassent un faux pas sur 4 matchs. Donc mathématiquement, la pression, elle est sur Saint-Etienne, elle n'est pas sur Lyon. D'accord. On va lire la déclaration. Mais ça, il faut avoir fait un peu de mathématiques. Et mathématiques, oui, mais connaître le football, c'est savoir que la pression, elle est surtout sur Lyon aujourd'hui. Alors, un qui n'a pas peur de la pression, en tout cas qui aime bien prendre la lumière, c'est le président Aulas, qui est jamais avare de déclaration, et qui déclare Mourinho, j'en avais rêvé, on ne se refusera rien si c'est possible, si les entraîneurs ont envie de venir. Alors, il continue, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de grands entraîneurs qui ont envie de venir. Est-ce que cette victoire-là, effectivement, c'est un pas très important dans la course au podium, suivi de ce genre de déclaration, est-ce que ça veut dire que pour Lyon, dans leur tête, ils vont y aller et ils peuvent attirer le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, mais avec quel joueur? Avec quel joueur? C'est de la com. Pour attirer des grands entraîneurs pour des joueurs. Mais là, c'est juste un effet de manche là quand il dit ça, ou est-ce que un peu dans oui, l'euphorie, on est tout droit en C1 et on va attirer... Il va falloir qu'il explique là, à certains entraîneurs que Fekir va partir, Ndombele va partir. Paul, on n'est que dans la com. Vous connaissez bien Jean-Michel Aulas? Ce type de déclaration, c'est fort quand même ce qu'il dit. Mais moi, c'est pas une déclaration qui me surprend. Oh, non plus. Non, Monsieur Aulas et les Lyonnais ont une grande confiance en eux. Ils ont perdu en Coupe de France. Il n'y en a pas un des 30 000, des 40 000 ou 50 000 qui étaient dans le stade qui avait pensé qu'ils pouvaient perdre en demi-finale de la Coupe de France. C'est pour ça qu'il y avait tout le scénario glin. Bon, eh bien là,
après avoir gagné là, il y a 4 matchs. Il dit il faut qu'on gagne 4 matchs. En plus, on aura quand même au moins 3 points d'avance demain. Eh bien, bon, c'est fait. Enfin, c'est fait. Nous allons faire. Puis en plus, il a besoin d'envoyer un petit message à tous les candidats pour qu'ils se présentent bien à l'examen. Hein. On rejoint tout de suite Yohan Ryu qui est en bonne compagnie, je crois, avec Anthony Lopez. C'est ça, Yohan ? Vraiment sur la fin de saison, rentrer dans les objectifs du club, aller chercher cette Ligue des Champions, parce que voilà, l'ambition c'est de jouer la Ligue des Champions chaque année. Il n'y a pas à se le cacher, ça a toujours été les ambitions du club. Maintenant, voilà, faut se donner les moyens, faut faire les matchs qu'il faut pour aller chercher ce podium, et puis voilà, on verra en fin de saison. Mais c'est étonnant, on vous sent pas extraordinairement heureux. C'est comme une victoire peut-être fondamentale au niveau mathématique. C'est quoi? C'est le niveau de jeu qui vous... Ouais, on vous sent pas super souriant. Non, je serai heureux à la fin du championnat quand on sera rentré dans les objectifs. Alors c'est 2 semaines extraordinaires en tout cas avec Lille, avec Marseille. On joue au foot pour ça, non? Ouais, voilà, il y aura des gros matchs à vivre, à jouer 2 semaines qui arrivent maintenant. Et voilà, il va falloir se montrer à la hauteur, il va falloir répondre présent dans ces rencontres, parce que c'est que ça peut être des matchs ultra décisifs encore une fois pour la suite de la saison, comme chaque match qui vont arriver, mais voilà, il va falloir répondre présent et être au niveau le jour J. Voilà. Et oui, les notes de l'équipe du soir maintenant, et on verra si on note Anthony Lopez. Ça vous raquette, messieurs. Alors, qui est-ce qu'on note en premier? Paul Le Guen. Non, alors, on notera Paul Le Guen peut-être plus tard, mais pour l'instant, on note Memphis. Monstro 2 qui nous dit quand il est impliqué, c'est mieux. Donc voilà, quelle est la note pour Memphis? 6. D'accord. Gilles, pourquoi 6? On va pas en faire un fromage de son match. 6 parce qu'il a été constant en première mi-temps, il a été présent, il a été collectif, chose qui lui est pas d'ordinaire, qui est un petit peu son péché mignon. Il a pesé sur la défense. Moi, je l'aime bien dans cette position d'avant-centre. Et je trouve qu'il a été, il a été présent et il a un petit peu d'inanimité cette attaque. D'accord. Bon, comme tout le monde est un peu sur la même tonalité, c'était un match satisfaisant. On va enchaîner, on va passer au deuxième joueur lyonnais. Et là, on a le barème, c'est Fekir. Alors, on va noter Fekir, me dit-on. Alors, c'est parti pour le capitaine de l'OL. Je vois du 6, du 7 Régis, du 7 à ma gauche et du 6 Paul. On va se le faire comme ça. Paul, pourquoi 6 ? C'est déjà tellement mieux. Parce que vous en avez dit du bien tout à l'heure. Oui, mais je trouve que d'abord 6, c'est un bon match, mais c'est un match tellement mieux que ce qu'il faisait précédemment que c'est une note encourageante, quoi. Moi, je l'ai trouvé très intéressant, j'ai trouvé dynamique. Après, il a quand même raté quelques gestes de finition, mais j'ai trouvé intéressant. Et des gestes faciles pour lui, hein, des décalages, 2-3 décalages, et puis quelques individualismes. Faute d'individualisme parfois. Mais il est sur les 2 buts. Hein. Et il est sur 2 buts, il est sur le 3e, et puis surtout, c'est lui qui vient faire le pressing. C'est lui qui fait le pressing pour récupérer la balle. Et après, il file la balle à Cornet, donc il a été décisif. D'accord, décisif, Fekir, et un match encourageant. On va noter qui maintenant, les amis? Serait-ce Aouar? Il m'a semblé avoir vu Aouar. Et oui, pour moi, c'est un 4. Oula, c'est Piotr Zajons. Aouar, pour moi, c'est 4. On ne l'a pas beaucoup vu dans le match. Un peu plus sur la fin quand les Bordelais étaient à 10. 4, ça rigole pas. Je vois du 6 chez Régis, qui n'est pas du tout d'accord avec notre téléspectateur. Du 5, moyen, Paul aussi. Tout le monde. Régis, vous avez vu un 6 chez Aouar. Pourquoi? Déjà, j'aime beaucoup le joueur. Alors effectivement, sur ses retours défensifs, ça ne répond pas à ce qu'on peut attendre d'un milieu de terrain défensif. Dans la récupération, c'est pas lui qui va chasser le ballon dans les pieds de l'adversaire, c'est pas son truc. Mais moi, je le trouve toujours très intéressant dans l'anticipation et surtout dans la construction et dans l'orientation du jeu. Et on s'est rendu compte en match de Ligue des Champions contre Barcelone, on se l'est tous dit, quand il n'a pas joué, il manquait la touche technique. Et quand il n'est pas là, ça se ressent. Et si Lyon a été bien meilleur aujourd'hui sur l'aspect technique dans l'ensemble, parce qu'il est présent lui. Alors il a eu du déchet, il a loupé des choses, mais je trouve qu'il a un impact sur les autres. Guy, vous c'est plutôt 5. Oui, pourquoi? Bon, c'est un joueur plume. C'est un joueur qui pèse 65 kilos, à peu près, comme N'Golo Kanté, qui a 3 cm de moins que lui. La différence, c'est que N'Golo Kanté récupère 80% des ballons qu'il attaque dans les pieds de l'adversaire et que Aouar ne récupère que 20% des ballons dans les pieds de l'adversaire. Après, dans l'utilisation technique, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est
très souvent très bien, c'est très souvent soigné, c'est des fois difficile, il les réussit. Mais il faut considérer les deux, c'est pour ça que j'ai mis seulement ça. Alors sachez que demain dans l'équipe, sa note sera de 6. C'est Régis qui fait les notes ce soir, en tout cas qui a noté Aouar. Tout de suite, on passe au Mercato Express. Toutes les infos Mercato du jour en 4 minutes, vous allez voir. C'est super, la période du Mercato, bah ouais, hein, c'est déjà parti, c'est déjà l'heure des rumeurs. Et on va commencer par Rabiot, les amis. Rabiot qui serait recalé par le Real. Alors dans Marca, on apprend ce jeudi que des sources internes du club madrilène ont fermement démenti un quelconque intérêt de Florentino Pérez, le président, et de Zinedine Zidane, entraîneur, pour Adrien Rabiot. Je vous lis la déclaration de Jean Palacios, le journaliste de AS, qui écrit « La possibilité de voir Rabiot au Real est de 0%. Zidane cible Pogba et Kanté. » Après le Barça qui semble s'être détourné du Parisien, doit-on s'inquiéter pour l'avenir de Rabiot, Paul ? Je ne m'inquiète pas du tout pour Rabiot. J'aurais voulu que le Real s'intéresse à lui. J'aurais aimé. Personne n'est inquiet sur ce plateau. Non, mais un joueur en fin de contrat, oui. Sérieux, je suis très inquiet pour lui. Oula. Non, mais alors, peut-être en Ligue 2. Éventuellement. Alors je reformule. Il y a Metz qui monte. Alors je reformule. Rabiot, il espérait le top du top du top du top. Il y a 2 clubs de ce top du top du top qui ont fermé la porte. Les autres n'ont pas l'air de s'ouvrir. Rabiot qui disait que Tottenham, c'était peut-être pas forcément à sa hauteur. Est-ce qu'il faut peut-être un tout petit peu avoir en ambition ? Premièrement, je ne sais même pas si c'est lui qui l'a dit vraiment ou on lui a fait dire, parce qu'on ne l'a pas entendu dire. Tottenham, c'est pas ma tasse de thé, parce que si Tottenham gagne la Ligue des Champions, on sera peut-être bien content d'être à Tottenham. Ouais. Et pour l'instant, attendons que le marché s'ouvre. Ça m'étonnerait qu'on le retrouve dans un petit club. C'est la chose que je vois. D'accord. Alors. On reviendra, on aura l'occasion d'en rediscuter de Rabiot. On enchaîne parce que c'est ça que je voulais dire. Ah ben alors peut-être que c'est ça aussi. C'est comme une voiture qui roule pas. Elle décote à la Rarius. Maignan maintenant, Mike Maignan. On apprend toujours dans l'équipe que le PSG pourrait formuler une offre pour Mike Maignan, le gardien de Lille, ancien du PSG et qui fait une saison formidable chez les Dogs. Pour 1 million d'euros. Pardon ? Qui sont vendus pour 1 million d'euros. C'est ça, exactement. Le dossier Maignan, est-ce vraiment un dossier prioritaire ? Est-ce que c'est pas le bazar là sur ce dossier, Gilles ? Non, prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec les gardiens de but parce qu'on entend tellement de choses. Marc Maignan est certainement, avec Edouard Mendy, les 2 gardiens les plus compétitifs de notre championnat. Pour s'exporter ou pour rentrer dans un grand club. Mais ça veut dire que Areola, il compte plus dessus si jamais il forme. Pour l'instant, ils n'ont rien dit. Hein. Non, bien sûr. Pas, mais l'hypothèse, ce serait ça, quoi. Si Maignan vient à Paris, c'est pas pour cirer le banc. Hein. D'accord. Puisqu'il est parti pour pas être remplaçant, donc il vaut mieux qu'il joue à Lille. Hein. D'accord. Paul, vous comprenez ce choix ? Areola, on avait l'impression que peut-être. Ça rejoint ce que Guy a dit dans la première partie. Paris aurait besoin d'un 2e gardien de qualité. C'est un gardien de qualité. Après, être gardien à Paris, c'est pas comme être gardien ailleurs. Il faut faire attention. Maignan, en fin de saison dernière, il était en difficulté à Lille. Galtier l'avait remplacé. Là, il fait une très bonne saison, mais les gardiens, ça se juge sur la durée. Bailly et Lyon. Peut-être Bailly, le défenseur de Manchester United, qui serait dans le viseur, qui serait même une priorité de l'Olympique lyonnais. Lyon doit-il faire sa priorité de l'international ivoirien, qui vit une saison difficile, mais qui était un nom référencé quand même. Hervé qui suit le dossier. Super joueur. Ouais. Super joueur. Là, il a été en difficulté effectivement cette année, mais il va très vite, il est puissant, athlétique, il prend la balle de la tête. Pour un club comme Lyon, c'est bien. Comment tu peux expliquer alors qu'il est le remplaçant de Smalling et de Lindelof à Manchester United ? Alors il s'est blessé cette année et il avait pris un coup en sélection et après il était parvenu dans l'équipe. Après la dernière fois il a eu son fameux match au Paris Saint-Germain où il était en difficulté, mais dans un système un peu hybride, il n'était pas vraiment à droite entre les deux, une espèce de défense à 3, il l'a mis en difficulté, mais il a vraiment des qualités. Simplement c'est vrai que depuis quelques temps à Manchester ça marche pas bien, mais il n'empêche que c'est typiquement le type de joueur qui peut peut-être se relancer ailleurs. Depuis le début. Ah non, la première année, il a été bon. Non, il avait fait une bonne première année. Les 2 premières saisons, ça s'était plutôt bien passé. D'accord, donc on va suivre ce dossier et on arrive à la fin du Mercato Express, qui sera riche. Je sens que cet été va être agité. Non. Vous êtes sur l'équipe du soir et vous avez bien raison d'y être. Tout de suite, on va passer à quoi, les amis ? On va passer... Ah, tu décides, hein ? Eh ben oui, exactement. Et on va passer peut-être au départ Metz. Metz qui est de retour en Ligue 1. Et oui, vainqueur ce soir sur la pelouse du Red Star. Metz est de retour en Ligue 1. Et ben, d'ailleurs, on va tout de suite voir les images.
Alors évidemment, la merde. on va pas filer les images, mais donc Metz qui a ouvert le score, qui subit une égalisation du Red Star. On a longtemps pensé que Metz sera accroché comme la semaine dernière, souvenez-vous, quand ils avaient déjà eu une première balle de match. Et Oukidja, ouais, qui est heureux de voir les Grenats. Voilà, et sur le but victorieux et décisif d'Opaenguet, Metz qui valide définitivement son billet pour la Ligue 1, 11 points d'avance sur 3 à 3 journées de la fin. C'est fait donc pour les Grenats qui ont fait le yo-yo. Depuis le début des années 2000, qui ont le record un petit peu des accessions et donc des descentes en Ligue 2 et des accessions en Ligue 1. Metz qui s'installerait durablement en Ligue 1, qui y croit ? Il faudra déjà voir le recrutement qu'ils vont faire, parce que quel Metz on aura. Ce qui est certain, c'est qu'ils avaient fait un recrutement super spécifique pour la Ligue 2 et qui a parfaitement fonctionné. Alors, ils ont leurs jeunes Sénégalais qui viennent effectivement de leur centre de formation là-bas. Et puis, à côté de ça, ils avaient décidé de jouer sur l'impact physique, la puissance avec une charnière. Ils ont pris Sun Tzu, ils ont pris Boy. Ils ne sont pas des immenses joueurs peut-être, mais vous savez que pour aller en Ligue 2, il va falloir aller au combat. Ils seront là. Plus des joueurs qui ont bien réussi, les Hangban, etc., qui ont donné aussi une petite touche technique. Plus 2-3 autres joueurs qui ont été vraiment intéressants. Donc, non, mais tu sais qu'ils jouent à 11, hein, plus 2, plus 3. Non, mais c'est pour ça que le groupe a été bien formé pour la Ligue 2. Ah non, c'est l'occasion de saluer Frédéric Antonetti. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Frédéric Antonetti, oui, on le rappelle, voilà, qui est entraîneur de Metz, évidemment, qui a eu des difficultés familiales et qui, voilà, à distance, comme ça, a continué à coacher l'équipe. Et ça a marché. Je comptais, c'est la 7e remontée en Ligue 1. Alors, donc, je vous le disais. En combien d'années ? Metz, pardon, depuis le début des années 2000, donc depuis 2001. Donc Metz qui a fait souvent le yo-yo. Est-ce que les trajectoires là, des deux promus récents, Reims, Nîmes, qui sont bien installés en Ligue 1, qui sont en première partie de tableau même, est-ce que ça, c'est encourageant pour se dire, bah ouais, quand on vient de Ligue 2 désormais, c'est pas forcément la lutte pour le maintien, il y a moyen aussi de s'installer, de se pérenniser. Est-ce que c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir, Guy, par exemple ? À condition de conserver une qualité de jeu, une très bonne organisation, une qualité de jeu, un bon esprit. Il faut que ça prenne. Au départ, il y a l'enthousiasme, mais au bout de 2 mois, l'enthousiasme, il est érodé si vous perdez. Hein. Donc, Nîmes est parti très très fort, rappelez-vous, au sprint. Hein. Des sprints sur toutes les attaques de balles. Et puis, petit à petit, ils n'ont pas fait que ça. Et ils ont très souvent un bon jeu offensif. Gilles, expert de la Ligue 2, je sais que vous suivez vraiment particulièrement. Je comprends ces analyses sur la Ligue 1 maintenant. D'accord. Enfin, là, on va t'écouter en revanche. Gilles, ne répondez pas à ces basses provocations. Éclairez-nous plutôt sur Metz, ce que vous voyez de ce qu'ils ont, du potentiel du club. Cette année, ils ont survolé le championnat. Ça, c'est une certitude, mais ils l'ont surtout. Moi, je trouve qu'ils l'ont survolé d'une façon assez physique, contrairement à Reims où l'année dernière, ils avaient un jeu un peu plus élaboré. Mais le problème de ces équipes, c'est que quand Reims s'en est très bien sorti en conservant le jeu qu'ils avaient en deuxième division, en ayant vraiment des bonnes pioches, ils ont fait un mercato d'enfer. Et franchement, c'est certainement le meilleur mercato de la Ligue 1 de l'année dernière. Quant à Nîmes, c'est différent. Ils ont un entraîneur que j'aime beaucoup, qui fait énormément jouer. Ils ont 2-3 joueurs assez atypiques, se dénommer Savanier, que tout le monde connaissait en Ligue 2 depuis 4-5 ans déjà. Et ils sont attractifs. Nîmes, dans le jeu, ils sont attractifs. J'espère qu'ils ne vont pas perdre trop d'éléments parce qu'ils restent avec cette attractivité footballistique. Mais je suis plus inquiet pour Metz parce que je connais un peu leurs effectifs. Et s'ils ne le changent pas, ça pourrait être un peu court. Ben écoutez, on va suivre ça. Et on rejoint, ce gong, c'est Johan Rioux. Est-ce qu'il ne serait pas avec le président Jean-Michel Aulas, par exemple ? Est-ce que c'est la fin de la crise à Lyon ? Écoutez, on ne peut pas le savoir parce que c'est pas moi qui fais la crise, c'est les médias. Donc si effectivement les médias pensent qu'on a progressé à telle enseigne que ce qui n'était pas bien avant-hier devient plutôt moins mal aujourd'hui, on sera ravis effectivement que les choses avancent positivement. Maintenant, vous savez, les matchs quelquefois se jouent à très peu de choses. On l'a vu ce soir, on a d'une part une équipe de qualité qui a su se révolter à la mi-temps. J'étais présent dans les vestiaires, elle a pris en main son destin, elle était menée un peu de manière, on va dire, injuste. Et à partir de là, à la qualité, au talent des joueurs,
On y a associé un coaching de qualité, puisque ça lui a permis de faire la différence. Et puis un résultat qui nous va bien, qui continue de nous permettre d'espérer. Et ça, c'est le point principal pour une équipe comme Lyon qui a toujours envie de progresser. Est-ce que vous avez parlé à la mi-temps? Vous êtes intervenu? C'était quoi l'ambiance à la mi-temps? Est-ce que vous étiez vraiment furibond? Non, je ne suis pas intervenu. Je fais parfaitement confiance au coach et à ses assistants. Non, là, en fait, ce sont les joueurs, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu besoin, qui se sont pris en main par eux-mêmes et souvent le résultat est véritablement efficace. Donc, ils étaient vexés parce que on avait parlé un petit peu avant. On était venu aussi à la causerie avant le match. On s'était dit un certain nombre de choses qui étaient de tout tenter pour essayer de vivre une fin de saison qui permettrait de montrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on n'était pas en crise, mais qu'on était en crise de résultats et pas en crise structurelle. Donc voilà, le club est un club qui est très très structuré, qui a un petit peu d'expérience des fins de saison difficiles et où il faut absolument gagner. Et je pense que ça nous a bien servi pour essayer de faire en sorte de résister, parce que quand on est mené 2-1 à Bordeaux, on sait que c'est très compliqué. J'ai pas vu beaucoup d'équipes du haut de tableau gagner cette année ici. Donc voilà, donc c'est mission accomplie et bravo aux joueurs qui ont su faire ce qu'il fallait. Et puis à Bruno qui est vraiment un bon coach. Est-ce que cette équipe, elle vous rend fou cette équipe, non, elle vous rend dingo? Écoutez, Et oui, cette équipe rend fou, mais rend fou peut-être aussi surtout Yohan Ryu. et voilà, Yohan qui continue à interviewer le président Aulas. Mais là, on va passer du côté de Paris et peut-être un coup dur sur le club parisien. On a appris dans la soirée que Kylian Mbappé avait dû interrompre son entraînement, visiblement touché au mollet. Le meilleur buteur du championnat s'est tout de suite interrompu, s'est rendu tout de suite à l'hôpital pour y passer des examens qui ont confirmé une petite blessure au niveau du mollet. Et alors, si on ajoute que Verratti et Thiago Silva sont eux aussi incertains, que Neymar est seulement sur le retour, tout comme Cavani, Di Maria, Marquinhos, est-ce que l'absence éventuelle de Mbappé demain en finale de Coupe de France contre Rennes, est-ce que ça rebat les cartes? Oui. Là, ça change les choses. Oui. Gilles, vous êtes sorti du bois tout de suite? Oui, c'est leur meilleur joueur des 3 derniers de l'année certainement. Et il est en feu il est en feu tout le temps. Et si demain il n'est pas là avec ce que vous venez de dire, avec les absences qu'il y a, oui, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire que psychologiquement, mine de rien, du côté de Rennes, s'il n'y a pas Mbappé, aujourd'hui c'est un joueur qui, entre guillemets, qui fait peur. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'on doit surveiller tout le temps. Vous avez Neymar qui ne fait que rentrer, donc on ne connaît pas sa condition physique, on ne sait pas dans quel état il est. Cavani pareil, plus les autres incertitudes. Dans un effectif qui est en difficulté en ce moment, il ne faut pas l'oublier, même si ce n'est pas la même équipe, puisque là il y a beaucoup de retours, il n'empêche que tout ça, ça peut aussi avoir un impact sur Rennes, pas simplement sur Paris, mais sur la manière dont Rennes peut aborder ce match-là, avec, je ne dis pas une confiance accrue, mais simplement un petit peu moins de crainte. Mais Mbappé, c'était le seul joueur dans le domaine offensif qui était dans le rythme du jeu. Oui. Il faut savoir que tous les joueurs qui reviennent, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué, en 3, 4, 5, 6 semaines. Il ne faut pas croire qu'en ayant fait une mi-temps, une demi-heure, 20 minutes, à un moment, il va y avoir un manque de rythme. En plus, c'est une finale, c'est toujours un match particulier. Oui, ça change carrément la donne si Mbappé ne joue pas demain. Paul, ça change, que ce soit pour les Rennais ou pour les Parisiens, est-ce que ça change la donne davantage sur le plan psychologique ou sur le plan tactique? Ça change beaucoup de choses. Après, l'autre jour, j'étais sur le plateau, lorsque le Paris s'est déplacé à Nantes, j'imaginais que 7 joueurs sur 10, 7 absents sur 10 auraient pu jouer. Moi, je pense que les incertains d'aujourd'hui ont de bonnes chances d'être sur le terrain demain, parce que c'est le dernier match de la saison. Ils vont prendre le risque. Je pense qu'ils vont prendre des risques, oui. Oui, c'est ce qu'a dit, en tout cas, c'est ce qu'a déclaré Thomas Tuchel par rapport à Neymar, en disant que le jeu en vaut la chandelle, que c'est un risque à prendre. Dites-moi, ça fait quand même beaucoup de blessures là sur la saison des Parisiens, qui s'ajoutent à toutes celles. On ne va pas les énumérer parce que sinon on a besoin de 3 émissions. On est bien d'accord. Est-ce que ça fait que cette nouvelle blessure qui intervient, c'est pas n'importe qui, c'est Mbappé, encore à un moment crucial. Est-ce que ça fait que le staff médical, c'est un chantier mais prioritaire? Il n'y a pas que ça, pour le club du PSG. Guy. À chaque fois qu'on attaque, quand il y a beaucoup de blessés, on attaque le système médical. Oui. C'est pas jamais un des docteurs ou un des kinés du club qui a blessé un joueur.
on peut aussi se demander pourquoi les joueurs sont fragiles. Absolument. Moi, je pense qu'à Paris, moi qui habite la campagne, à Paris, il y a de la pollution, tout ça, donc on dort mal parce qu'il y a du bruit, et donc c'est pour ça, insuffisance de sommeil d'un certain nombre, pas tous, parce qu'on sait que c'est à gauche. J'ai fait des saisons à 38 matchs. Mais bon, C'est bon de le rappeler, c'est bon de le rappeler. Mais il dit il y a du bruit, c'est vrai, la pollution, et puis surtout avec les DJ. Il y a beaucoup de bruit avec les DJ, et ça fatigue. Qui vous empêche de dormir. Non, mais on va pas dire ça de Mbappé. Partage l'avis qui a été donné que les joueurs qui ont été blessés pendant 3 semaines, etc., qui reviennent 10 minutes, un quart d'heure, je veux bien comprendre qu'ils ont fait un bon entraînement, ils sont compétents, mais c'est pas pareil que de ne pas jouer. Moi, je pense que si Rennes fait son meilleur match, le meilleur match dont il est capable, la donnée n'est plus du tout la même que celle qui aurait été envisagée il y a 2 mois. Le rapport de force a changé. Voilà, ils vont rencontrer une équipe diminuée. Gilles, le rapport de force, est-ce qu'il change là? C'est-à-dire qu'il y avait un Paris qui était nettement favori il y a quelques jours. Si Paris a Mbappé à 100%, vu ce qu'il a démontré ces derniers temps, je ne donnais pas cher des chances de Rennes. Maintenant, Neymar, il a 45 minutes. Ouais. Il a joué 45 minutes. Donc demain, il sera titulaire. Ça, c'est une certitude. Di Maria, on ne l'a pas vu. Cavani, on l'a vu un quart d'heure. Ouais. Verratti, il est sur une jambe. Thiago Silva, il est blessé. Ça fait beaucoup de gens. Et quand il y a beaucoup de ces cadres, puisque c'est que des cadres qui manquent, ils n'ont pas une profondeur de banc à l'infini, Paris. Hein. Marquinhos. Souvenez-vous, il y a 15 jours... Marquinhos qui ne va pas bien non plus. Il y a 15 jours, oui, avant le match de Nantes, Tourelle laisse Mbappé au repos parce qu'il considère qu'il y a un risque quelque part sur l'aspect athlétique, parce qu'il était fatigué, donc il sentait bien qu'il devait y avoir quelque chose. Malheureusement, il avait besoin de souffler. Il a joué le dernier match du championnat à domicile et malheureusement, il se blesse la veille d'un match. Donc il y avait quand même un ressenti, il y avait quelque chose. Quand même. Des petits signaux. En revanche, justement, Gilles le disait, donc parmi les retours, il y a Neymar qui a fait son retour contre Monaco lors du match du Sacre, on va appeler ça comme ça. Mais Neymar qui a été absent 3 mois, qui a donc 45 minutes au petit trot contre Monaco. Ce Neymar-là, je dis bien celui-là, est-ce qu'il peut porter un PSG qui serait privé d'Mbappé et avec toute la kyrielle, soit d'absents, soit de gens un petit peu sur le retour? Est-ce que ce Neymar-là, d'après vous, il est capable de le porter, Paul? Pendant une demi-heure, oui, mais sur la durée d'un match, je ne crois pas. Non. Et le problème, c'est que souvent, quand des joueurs sont blessés et reviennent, ils sont capables de faire des bons matchs d'entrée. Sur 1, 2, 3 matchs. Plutôt le coup de mou arrive après, quand la fatigue s'accumule. Alors sur un match, vous êtes capable, peut-être pas sur la durée du match, de toute façon, c'est un joueur aussi qui est capable de coups, d'à-coups. Ce qui est sûr, c'est qu'il voudra montrer qu'il est revenu pour quelque chose. Alors Guy, pour finir, leurs joueurs de complément ne sont pas sensationnels. Ouais. Les petits qu'on voit en plus, là, ou bien le chevelu, là. Guy en pleine paire, bourre-pif, et un qui distribue des bourre-pif. Est-ce que c'est Yohan Rioux? Est-ce que c'est Jean-Michel Aulas? On les retrouve là, tout de suite au micro de la chaîne Équipe. Bon, on a envie de frapper un grand coup, donc voilà. Donc vous risquez de ne pas trouver. Et vous risquez de faire perdre du temps. Donc là, vous annoncez quand même que Lyon veut faire un grand coup par rapport à ce coach, donc un grand nom, un très grand nom. J'ai pas dit qu'on allait faire un très grand nom, c'est vous qui le dites. Je pense qu'on va changer d'organisation et on va essayer de se donner les moyens de réussir. Bon, vous savez, quand on dépasse les 70 ans, on se dit que pour réussir, il faut se dépêcher, se hâter, lentement, mais se hâter quand même. Et j'ai la ferme intention de ne pas partir avant d'avoir gagné à nouveau quelque chose. Merci. On va toujours rester sur ce débat PSG. Sur ce débat PSG. On discutait de Neymar et évidemment, l'autre info de la soirée, on l'avait suivi en première partie de soirée, c'est la suspension de Neymar. Neymar qui a écopé de 3 matchs pour avoir insulté l'arbitre après la défaite du PSG face à Manchester United. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Le PSG qui va faire appel, mais cet incident pose un petit peu la question de la responsabilité du club parisien dans ce dossier. On se souvient qu'il y a 4 ans, Serge Aurier avait aussi insulté des arbitres. Alors on va rappeler les faits, c'était lors du 8e de finale Chelsea-PSG, c'était en 2015. Et Serge Aurier, qui ne participait pas à ce match, avait publié sur son compte Facebook des propos un peu insultants, même très insultants, avec
on va le citer. Ici, c'est Paname, arbitre, sale. Voilà, fils de pute. Voilà, ça c'est fait. Donc ça fait un deuxième incident finalement en peu de temps, en 4 ans, et un deuxième incident qui va coûter une nouvelle suspension à un joueur phare du PSG, là Neymar encore plus que Aurier. La question se pose, est-ce aussi la faute du PSG, messieurs? D'abord, c'est la faute de Neymar, c'est lui qui fait la connerie. Très bien. Après, je vous ai dit ce que j'en pensais en première partie. Je pense que le PSG n'est pas très bien équipé. La preuve, c'est que son premier directeur sportif a été suspendu 9 mois. Leonardo. Oui. Il avait fait quoi? Il avait bousculé un arbitre. À la fin d'un match, il avait bousculé un arbitre. Donc ils ont une culture qui n'est pas très bien appropriée, c'est tout. Oui. Ils ont Monsieur Nasser a tout autour de lui des soi-disant conseillers qui ne comprennent rien au football, mais on le sait. Mais ça, il y a longtemps qu'on le sait. Donc tous ces genres de trucs, ça devrait être réglé. Ouais. Mais c'est pas réglé, ils n'ont pas les gens qu'il faut. Donc ils n'ont pas les gens qui connaissent les systèmes des fins de match, de ce qui se passe. Donc ça fait beaucoup de choses mis bout à bout. Oui. Mais il faut commencer par le début. Le premier qui a commencé, c'est le directeur sportif. Alors l'exemple vient parfois d'en haut, Paul. Sur la structure du PSG, sur l'encadrement des joueurs. Là, honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe, mais là, j'ai envie d'en vouloir un peu, enfin d'abord et avant tout à Neymar. C'est le sens des responsabilités, c'est l'intelligence d'une personne qui est en cause sur cette déclaration, mais est-ce qu'il ne faut pas inscrire dans les chartes, ils ont tout un tas de dispositifs. Il faut aller saluer le public, il faut serrer la main, il faut faire tel truc. Certainement des choses justifiées. Mais est-ce que ça ne s'inscrit pas? Vous n'avez pas à vous exprimer en votre nom. On ne va pas se mentir. On n'est pas dans un monde idéal, là. On est dans un monde où votre super joueur, c'est Neymar, et il a tous les droits. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, d'une certaine manière, quand on parle à Neymar, on prend aussi beaucoup de pincettes. Quand Neymar veut partir 3 jours au Brésil, on ne va jamais lui dire non. Alors on dit oui, mais bon, il faudra bien s'entraîner pendant ce temps, etc., etc. On donnera un petit peu d'argent à la fondation, parce que c'est un joyau. Donc, dans un monde classique, où il y a un employeur, un employé, jamais il peut y avoir ce genre de rapport. En revanche, le football inverse les rôles, parce que c'est un des rares métiers que je connaisse, le seul même que je connaisse, où l'employé est plus important que l'employeur. Donc, inévitablement, les rapports sociaux, ça même de votre entreprise, ils sont différents. C'est une musique de fin, qui dit que c'est fini. Non, on voulait rester, on était partis nous pour 2 heures, 3 heures jusqu'au bout de la nuit. Et non, il est temps de nous quitter. En tout cas, merci messieurs, ce fut un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis.